Bonjour à tous et merci d'être présents à cette matinée co-organisée par France Gaz Maritime et l'Association Française du Gaz. Je me présente, je m'appelle Nicolas Goldberg, je suis consultant chez Columbus Consulting et j'aurai l'honneur d'animer nos deux tables rondes sur la sécurité d'approvisionnement, la France en tant que hub gazier et puis des perspectives d'avenir sur le choix du GNL pour le maritime et sa décarbonation. Avant de commencer, donc, je vais vous présenter les deux personnes que vous avez vues dans cette vidéo, mais que je pense que vous connaissez. Julie Deyazard, que vous verrez ici. Thierry Chapuis, au premier rang, qui nous donnera son propos pour introduire cette journée. Et François Barthélémy, donc pilote de la commission GNL à l'AFG. Voilà, si vous avez des questions pendant la pause, il y aura une pause entre les deux tables rondes. On a voulu un temps d'échange pour cette matinée. Alors cette année, comme vous l'avez vu dans la vidéo, mais comme vous le saviez déjà, ça a été assez exceptionnel au niveau énergétique et le GNL a joué un vrai rôle de sécurité d'approvisionnement. Ce sera le cas sur le long terme. C'est aussi pour ça qu'on parle de solutions sans regret. Et on va évoluer derrière vers des solutions de décarbonation grâce au GNL. On en parlera plus tard. Mais pour introduire donc cette journée et ses grands enjeux, je vais quand même laisser la parole à Thierry Chapuis, donc DG de l'AFG et président de France Gaz Maritime. Thierry, à toi la parole pour 10 minutes. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus parmi nous. D'abord, pour vous dire que c'est vraiment un honneur et un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Pour parler de cette matinée autour de la question le gaz naturel liquéfié sera-t-il un des piliers de la décarbonation du maritime? Le point d'interrogation est important dans cette question. C'est autour de ça qu'on va réfléchir ce matin. Voilà, donc peut-être que je commence par me présenter. Depuis 5 ans, moi je suis donc à la tête. J'ai le plaisir de diriger l'Association française du gaz présidée par Jean-Marc et Acide d'être un des porte-parole de cette belle industrie qui est l'industrie gazière. Et depuis maintenant 6 mois, je suis président de l'association France Gaz Maritime qui co-organise cet événement. France Gaz Maritime réunit des armateurs, des ports, des équipementiers et des énergéticiens pour construire une vision partagée des carburants alternatifs à l'horizon 2050. Et France Gaz Maritime se positionne aussi au cœur de la transition énergétique. Et l'objectif, c'est de construire un avis d'experts pour éclairer la filière et tous les décideurs politiques. Alors, cette année écoulée a été clairement marquée par une succession de crises, comme nous n'en avions jamais encore connu. Et ces crises touchent évidemment tous les secteurs économiques, et en particulier l'énergie. L'agression contre l'Ukraine et l'utilisation par la Russie du gaz naturel à des fins clairement géopolitiques entraînent des conséquences sur le prix du gaz et affectent évidemment nos économies. La diminution des flux de gaz russe qui est liée à cette guerre et leur remplacement sont au cœur des débats et évidemment une des alternatives c'est le GNL dont on va évidemment parler aujourd'hui. Je voulais rappeler que la croissance du GNL a été, même avant la crise énergétique et avant la guerre en Ukraine, assez spectaculaire. Spectaculaire car le GNL permet une flexibilité très forte. Aujourd'hui, la destination des cargaisons peut évoluer en fonction des marchés et des besoins. On peut faire des arbitrages entre l'Europe et la Chine. Spectaculaire aussi et conséquence directe des engagements dans la transition énergétique. Il faut avoir en tête que de nombreux pays ont commencé, à commencer par la Chine, et donc ont commencé progressivement à remplacer le charbon par du GNL. Et c'est ça le gros mouvement qui fait que le GNL devient attractif et augmente. Au niveau maritime, la propulsion GNL est retenue par la moitié des commandes en cours, ce qui fait que ce carburant arrivera assez vite comme un carburant dans nos ports. Donc ça veut dire des adaptations. Face à cette crise, il y a l'industrie gazière, vous allez voir, a deux réponses. D'abord une réponse de court terme et puis une réponse de long terme et puis une réponse de court terme. La première, clairement, l'énergie,
c'est une affaire de long terme. C'est donc à cette échéance que doivent être pensés tous les investissements et qui assureront à la fois l'équilibre offre-demande, le fonctionnement optimal des marchés et la meilleure sécurité d'approvisionnement. Ceci, ça passe par une planification écologique importante. Ça passe aussi par des contrats long terme qui permettent de sécuriser la demande pour le producteur et l'offre pour le consommateur. On aura quelques exemples sur ce sujet-là. L'énergie, ça se gère également à très court terme, ou à court terme, je vais dire. Cette année, beaucoup de fournisseurs ont su mobiliser des nouvelles sources d'approvisionnement et l'industrie gazière, clairement, en particulier les infrastructures, ont mis en place toute une palette de solutions en un temps record pour s'adapter aux nouveaux besoins du marché. Et je vais illustrer ça par la capacité de transformation de notre filière et ses résultats. On a noté 74% d'augmentation des flux de GNL vers la France, avec une augmentation des capacités de regasification tant à Fos qu'à Dunkerque, dans tous les terminaux. Un projet de FSRU, on en parlera aussi, au Havre, qui a été mis en place, enfin qui est en train d'être mis en place, décidé et qui sera réalisé en un temps record. Des stockages pleins à quasi 100%. Il y a quelques mois, je dirais, on commentait toutes les semaines le 1% de stockage. Voilà, on en était à 97, puis 98, puis 99. Donc, est-ce qu'on est à 99 ou 100? Mais en tout cas, voilà, 100% ou quasi 100% dès fin octobre, donc avec un mois d'avance, et un record de production du gaz renouvelable, en particulier le biométhane, avec une capacité installée qui devrait bientôt atteindre les 10 TWh. Les résultats parlent d'eux-mêmes aussi en termes de compétitivité. La France connaît depuis plusieurs mois un différentiel de prix de l'ordre de 25% avec l'Allemagne. Et la France s'engage dans l'hiver avec une sécurité d'approvisionnement qui est toujours un point je dirais d'attention, mais avec une sécurité d'approvisionnement plus forte que la plupart de nos voisins européens, ce qui est un vrai avantage. Voilà, et on va voir ça tout à l'heure avec, je dirais, les différents témoignages de LNG, Dunkerque LNG, EDF, Total Energy, etc., pour ne citer que. Des exemples de transformation vraiment réussie de notre filière. Dans un deuxième temps, je voudrais évoquer le maritime et sa feuille de route qui commence à se dessiner. Donc, France Gaz Maritime participe activement aux travaux de construction de la partie carburant de la feuille de route du maritime, en lien avec l'État, avec d'autres associations, dont Evolène, je vois, qui est représenté ici, et bien d'autres acteurs qui sont ici présents. Voilà, la feuille de route du maritime, c'est un point important de notre action. Et je voulais aussi, je dirais, en préparation de cette feuille de route maritime, France Gaz Maritime a publié en juin dernier une analyse prospective de la transition énergétique dans le secteur du maritime. Et je profite de cette occasion pour vous en donner la principale conclusion. La principale conclusion, c'était la suivante. Le GNL, aujourd'hui, le méthane renouvelable ou bas carbone demain, représente une solution viable, progressive et pilotable pour la décarbonation des navires. Cette solution s'inscrit parfaitement dans la trajectoire fixée par les règlements internationaux et européens en réduisant les émissions de CO2 et en éliminant presque entièrement celles de soufre, d'oxyde d'azote ou de particules. Donc l'accélération de la transition énergétique vers le marin, et je tiens à citer particulièrement les armateurs qui ont fait le choix, les armateurs sous pavillon français qui font le choix du GNL aujourd'hui. Donc cette accélération, elle montre que le transport maritime se mobilise aujourd'hui sans attendre. Voilà. Bien entendu, on va parler beaucoup de gaz aujourd'hui. La feuille de route du maritime, elle ne se limite pas que au gaz. Il y a d'autres solutions. Elle intègre, comme d'habitude, un mix énergétique important. Je voudrais quand même en citer quelques exemples, même si ce n'est pas ceux sur lesquels on va se pencher. L'électricité et l'hydrogène, clairement, apparaissent comme des solutions pertinentes pour les petites puissances et les trajets courts. La propulsion vélique, la réduction de la vitesse,
l'électrification à quai des navires sont aussi des solutions complémentaires qui permettront encore de réduire les émissions du secteur. Voilà. Notre vision, si je reviens au gaz, notre vision est claire, c'est le gaz liquéfié, je dirais naturel aujourd'hui et demain renouvelable, offre dès aujourd'hui une route décarbonée pour le transport maritime. C'est un choix pragmatique et sans regret pour les navires longs et de grande puissance. Voilà, je l'ai déjà dit, ça permet une réduction des émissions de CO2, 22% par rapport au fuel. Ça permet aussi une transition progressive avec une intégration progressive du biométhane ou du méthane de synthèse sans modification des navires ni des infrastructures portuaires. Peut-être un point sur le cadre réglementaire et les orientations politiques à 2030 et 2050. Elles se précisent, elles permettent de confirmer cette vision, et c'est pour ça qu'on la met en œuvre. Pour preuve, les objectifs contraignants décidés par l'OMI, l'Organisation mondiale internationale, et l'Europe qui entreront en vigueur dès 2023, donc dès l'année prochaine. Par ailleurs, l'OMI vise en 2030 une réduction des émissions de 40%, avec une cible renforcée à 70% en 2050. Donc c'est dans cette dynamique qu'il faut se placer. Côté européen, c'est encore plus strict. Il s'agit de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Voilà, alors, ces réglementations, là j'ai parlé du CO2, elles concernent aussi le soufre. Le soufre, depuis 2020, on a une teneur maximale en soufre de 0,5%, je dirais demandée par l'OMI. Cette teneur en soufre, elle est limitée à 0,1% dans la zone, je dirais, Baltique, mer du Nord et Manche. Et dans une zone qu'on appelle CECA, de contrôle des émissions de soufre, hein, on aura la même zone en Méditerranée en 2025, ce qui veut dire pareil une adaptation. Un petit détour puis je reviendrai aux contraintes réglementaires. Ayons en tête qu'une proportion de 20% de gaz décarboné, ça permet d'atteindre les objectifs en 2030. Ce qu'on a calculé, ce qu'on a estimé à France Gaz Maritime, c'est que 2 TWh de biométhane en 2030, ça permet de répondre aux exigences de l'OMI, ça permet d'engager cette première route. Voilà. Je finis bientôt, mais j'ai encore quelques trucs à dire. Je vois Nicolas qui m'arrête. Peut-être par deux choses. D'abord, c'est intéressant pour convaincre de la dynamique, c'est intéressant de revenir sur la situation actuelle et puis la comparer à la situation qu'on a observée il y a quelques années. Donc hier, la flotte de navires transportant du méthane était relativement limitée, et je vais prendre les exemples de GTT puisqu'on aura je vois pas Philippe, il est... Ah voilà, puisqu'on aura, on a l'honneur d'avoir Philippe Berthurotière qui va nous parler. Donc la flotte les cuves de navires étaient limitées à quelques unités par an. Aujourd'hui, la flotte la flotte GNL en construction comporte des porte-containers, des navires rouliers, des navires mixtes rouliers passagers, des navires de croisière, et l'ensemble passe progressivement au GNL. Et le carnet de commandes de GTT, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais je crois que c'est 150 à peu près, de l'ordre de 150 navires par an. Voilà, ce qui est une vraie dynamique, un vrai changement. Côté avitaillement, je dirais et port, la progression est également spectaculaire. Les terminaux GNL qui hier, il y en a certains qui devaient fermer, ils sont aujourd'hui pleins, avec des réservations de capacité fortes. Il y a des bateaux avitailleurs il y a un bateau qui arrive, qui est présent à Marseille. Il y a plusieurs acteurs qui en envisagent un second. Et puis il y a pas mal de soutages truck to ship qui se font, pas seulement à Marseille, dans beaucoup de ports. Voilà. Et j'en arrive à la conclusion, donc Nicolas, rassure-toi. En conclusion, je voulais aussi insister sur plusieurs défis, parce que ça veut dire une dynamique qui est très forte. Ça veut dire qu'on a, je dirais, quelques défis à relever. La première, c'est clairement une réponse à l'hypervolatilité des prix du gaz. C'est un vrai souci. Il faut qu'on regarde ça. Il y a toute la mesure et la réduction de nos émissions de méthane.
C'est un point qu'il faut également regarder. Le développement de toutes les infrastructures de soudage et des moyens d'avitaillement sont aussi importants. En dehors des grands hubs, évidemment, on a parlé de Marseille, on va parler de Dunkerque, mais les grands hubs sont là, mais il faut aussi, il y aura toute une structure à servir derrière ça. Toute la partie autour du développement et l'entretien de nos équipements. Aujourd'hui, par exemple, un bateau AGNL, il peut pas être entretenu, enfin, il ne peut être entretenu que si ses cuves sont complètement dégazées. Voilà. On ne peut pas l'entretenir si les cuves sont à moitié vides ou à moitié pleines. Voilà. Et ça pose problème parce que si les bateaux se multiplient, il faut qu'on résolve ça. Le rétrofit de la flotte, évidemment. Et puis pour finir, cette liste, le fait que le GNL, le gaz naturel liquéfié, ça reste une énergie de transition. Et donc, je dirais ce gaz naturel devra à son tour se décarboner. J'ai parlé du biométhane et de toutes les solutions d'avenir. C'est une solution sur laquelle il va falloir qu'on travaille. Voilà, je conclus en disant que les industries, tant les industries maritimes que les industries gazières, sont aujourd'hui prêtes à relever ces défis et que vous pouvez compter sur la détermination de l'ensemble des acteurs qui sont là pour faire un petit bout de chemin. Je vous remercie.